tout de suite la parole. Merci beaucoup. Je prends mes feuilles, comme ça je ne serai plus perdu. Bonsoir à tous. Alors, du pacte de New York et pas de Marrakech, nous en arrivons à la Belgique. Donc, je suis la directrice du CIRE. Le CIRE est une coupole d'organisations actives en droit des étrangers. Pourquoi le CIRE, coupole d'organisations comme Amnesty International, Médecins du Monde ou la Croix-Rouge? C'est aussi pour être un bras politique du secteur associatif en la matière. Alors, je vais commencer par revenir sur quelques notions, quelques confusions qui sont faites même par des personnes qui parlent très souvent de migration. Je vais vous parler des politiques migratoires belges et européennes, et puis les migrations sont-elles une opportunité, un risque ou une nécessité? Alors, qui sont les migrants? Simplement, donc, le migrant, c'est quelqu'un qui est en migration. Donc, c'est une personne qui quitte son pays, légalement ou non, temporairement ou pas, volontairement ou de manière forcée, pour s'installer dans un pays dont il n'a pas la nationalité. Un petit préalable pour dire que le point de vue, le point de départ est bien différent. Le point de vue du pays d'origine, du pays d'accueil et du migrant en lui-même est différent selon qu'on est vu comme un immigré ou simplement un migrant. Il est important de, malgré tout, bien avoir en tête le fait qu'on peut être migrant sans être étranger et être étranger sans être migrant. Et dans les discussions, on utilise à tort et à travers étrangers et migrants comme s'il s'agissait de deux notions similaires. C'est bien différent dans les faits. Ça a déjà été évoqué par mes prédécesseurs, mais la migration se caractérise par une des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque toute personne a le droit de quitter son pays et d'y revenir. Ce droit existe, malheureusement son corollaire, le droit à l'immigration n'existe pas. Ça a déjà été dit, il n'y a pas de droit à l'immigration, et le principe de la souveraineté des États, vous retiendrez la souveraineté nationale en la matière, prédomine toute la politique et toute la réflexion politique en la matière. En Belgique, mais comme dans la plupart des États, un principe vaut, c'est qu'une personne qui souhaite immigrer en Belgique doit demander l'autorisation au préalable dans son pays d'origine, le fameux visa. Et malheureusement, les procédures de visa sont nombreuses, mais ne couvrent pas, et c'est peu de le dire, toutes les situations qu'un étranger peut rencontrer et qui le motivent à vouloir entrer en Belgique. Il y a des migrations légales comme des migrations illégales, parce qu'évidemment, certaines personnes n'ont pas le choix. Lorsqu'on n'entre pas dans un critère de migration, une procédure, et que néanmoins on est déterminé ou contraint à devoir partir, on part. Et à défaut, et je vais y revenir, et Nicolas Van Nuffel l'a déjà évoqué, à défaut d'avoir des voies d'accès légales et sûres, des canaux de migration, les personnes qui sont déterminées ou contraintes de partir, partiront, mais entreront dans l'illégalité avec l'aide de trafiquants. Alors pourquoi les migrants viennent-ils? L'injustice migratoire et l'exposé qui vous a été fait l'a déjà abordé. La migration est un phénomène profondément humain, c'est une recherche de bien-être, d'équilibre, et ça, en guise d'introduction, cela vous a été rappelé, il fait bien souvent mieux vivre en Belgique qu'ailleurs sur la planète. Et donc les causes de migration sont diverses et croisées. On peut citer évidemment l'insécurité, les réfugiés, donc l'immigration de l'asile, la quête de protection internationale est un gros motif de migration, mais il y a évidemment les atteintes aux droits et aux discriminations, les inégalités socio-économiques. Un petit rappel pour dire que 50% de la population vit avec moins de $2 par jour. Le climat et l'environnement, et ça n'est pas de l'avenir, c'est du présent et du passé. Le climat et l'environnement poussent déjà la plupart des migrants sur la voie de l'exil. L'absence d'infrastructures, l'absence de possibilité de suivre des études, les liens sociaux, enfin le regroupement familial. Tout ceci pour illustrer le fait que ce qu'on entend régulièrement comme étant la grande distinction entre les bons et les mauvais migrants, le bon réfugié politique et le mauvais migrant économique, est réductrice. C'est une distinction qui n'existe pas dans les phénomènes migratoires en eux-mêmes, réductrice et dangereuse. Alors, avant d'aborder la politique migratoire belge, un petit mot sur les réfugiés. La phrase revient à chaque fois qu'on a l'occasion d'aborder la migration et les réfugiés. Non, l'Europe et la Belgique n'accueillent pas toute la misère du monde, s'agissant d'êtres humains de surcroît. Des petits chiffres pour éclairer ça.
D'après le HCR, en 2017, les chiffres 2018 ne sont pas encore disponibles, en 2017, le HCR compte 68,5 millions de personnes déplacées de force dans le monde, suite aux nombreux conflits, aux situations de tension géopolitique. Ça signifie que 44 400 personnes fuient chaque jour leur logement en raison d'un conflit ou d'une persécution. Combien parmi elles ont un statut de réfugié? 25,5 millions. 40 millions de déplacés internes, ça vous a déjà été évoqué. Les personnes fuient d'abord à l'intérieur des frontières de leur État avant d'aller chercher plus loin une protection qu'elles n'obtiendraient pas à l'intérieur de leur État. Donc 40 millions de déplacés internes. Alors, quelle est la proportion de l'Europe? Quelle part prend l'Europe dans cet accueil? Eh bien, en 2018, les chiffres existent, il y a eu presque 581 000 premières demandes d'asile. Pourquoi premières? Ce n'est pas des demandes multiples. Donc, à mettre en lien avec les 40 millions de déplacés internes, les 25 millions de réfugiés reconnus ou les 68 millions de déplacés forcés dans le monde, 580 000 demandes d'asile introduites dans l'Union européenne en 2018, ma foi, ça n'a pas l'air si énorme que cela ou ingérable. Une petite notion aussi, la durée moyenne du parcours d'un réfugié avant de pouvoir revenir s'établir dans son pays d'origine, en moyenne, c'est 17 ans. Alors que dès le jour 1, l'espoir vit en la personne de pouvoir revenir. Mais cet espoir ne pourra être réalisé que 17 ans après, en moyenne. Et puis, 86% des réfugiés se trouvent dans des pays en développement. Nicolas vous l'a déjà dit. 60% des migrants restent dans l'hémisphère sud. Enfin, un migrant sur deux est mineur. Alors, comment se situe la Belgique dans ce schéma-là? Un petit mot, un petit rappel, ou une information sur la composition de la Belgique, de la population de la Belgique. En Belgique, on a 81% de personnes de nationalité belge, d'origine belge, nées belges et d'origine belge. 11% d'étrangers, 8% d'étrangers devenus belges. Combien d'étrangers en séjour régulier en Belgique? Plus ou moins 1 million. Ce qu'on sait moins, c'est que 2/3 sont européens. Les Français et les Hollandais font partie des 2 plus grosses communautés accueillies en Belgique. Combien de personnes sans papier dans ce 11 millions de résidents en Belgique et 1 million d'étrangers? Entre 100 et 150 000. 1% de la population. Et donc, quand on entend que les sans-papiers mettent en danger la sécurité sociale, voilà de qui on parle, 1% de la population. Alors, combien de demandes d'asile en Belgique? Je vous ai repris les chiffres sur les dernières années, mais en tout cas, en 2018, on compte un peu plus de 23 000 demandes d'asile introduites sur le territoire européen. Et puis, je me suis permis le petit rappel pour que vous ayez des chiffres quasiment sur la même ligne. 23 000 demandes d'asile introduites en Belgique, sur 580 000 introduites pour l'Europe, sur les 68,5 millions de personnes déplacées de force en 2017. Les chiffres n'ont pas fondamentalement changé entre 2017 et 2018, ils ont plutôt baissé. Alors, quel taux de reconnaissance? Donc, ça veut dire, au bout d'une procédure d'asile, quelle est la chance qu'une personne obtienne un statut? Plus ou moins 50% de chance. En 2018, on est à 49,1%, c'est une petite baisse par rapport à 2017. On était à 50%. Je vous ai remis les chiffres, je passe au-dessus de 2015. 2015 ne faisait pas exception, on était à 52% de taux de reconnaissance. Il faut remonter un petit peu plus loin, en 2013, pour trouver un taux de reconnaissance des demandeurs d'asile en dessous des 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je n'ai pas pour vous assommer à 9h du soir un jeudi que je vous donne des chiffres comme ça? C'est pour vous dire que l'État, les autorités en charge de l'examen des demandes d'asile reconnaissent qu'au moins une personne sur 2, en tout cas, est légitime dans sa demande de protection. C'est sans compter toutes celles qui vont l'obtenir sur base d'un recours après, sur base des demandes multiples aussi, quand on introduit une 2e demande, une 3e demande ou une Xème demande. Quelles sont les principales nationalités des demandeurs d'asile en Belgique en 2018? C'est la même chose plus ou moins que les pays européens dans l'ensemble. C'est la Syrie, la Palestine, l'Afghanistan et l'Irak, des pays qui sont en proie à des situations de violence ou de guerre. Et enfin, quelles sont les principales procédures de séjour qu'un étranger introduit en Belgique? Le principal canal migratoire pour la Belgique, c'est le regroupement familial. Il y a le séjour sur base des études, le séjour sur base du travail. Il devrait y avoir le séjour humanitaire sur base d'une situation médicale, par exemple, mais ça c'est réduit à une peau de chagrin. Le séjour humanitaire tout court,
n'existe quasiment plus en Belgique, c'est devenu une exception. Alors, après quelques chiffres, je sors des chiffres, des petites notions de droit administratif. Il faut savoir qu'en Belgique, la règle, lorsqu'on obtient un sésame, c'est un séjour limité d'1 an. Le sésame, ils sont peu nombreux à l'obtenir, et obtenir un séjour illimité, qui est caractérisé par un document d'une durée de validité de 5 ans, c'est une exception. Même un réfugié, on entend limiter au maximum la durée de son titre de séjour. Alors, on distingue en général le court séjour et le long séjour. Le court séjour, c'est moins de 3 mois. Le long séjour, c'est plus de 3 mois. Le moins de 3 mois, en gros, c'est le séjour touristique. Et il faut savoir que le titre de séjour que l'on obtient caractérise les droits auxquels on peut faire appel. Le droit au travail, le droit à l'aide sociale, l'accès à la nationalité, le droit au regroupement familial. Plus le séjour est stable, plus les droits sont étendus. Et inversement. Alors, on a parlé de souveraineté, on n'a pas encore parlé de pouvoir discrétionnaire. Et en Belgique, le pouvoir discrétionnaire, il est pourtant à l'œuvre quotidiennement. Le pouvoir discrétionnaire, donc c'est en l'absence de critères obligatoires qui lient l'autorité. Le pouvoir discrétionnaire du secrétaire d'État et de la secrétaire d'État, ministre actuellement en charge de l'asile et de l'immigration, c'est le bon vouloir. C'est en l'absence de critères et de contrôle démocratique sur l'application de critères. Mais c'est le court séjour, c'est toutes les visites touristiques, toutes les visites familiales limitées à une période en dessous de 90 jours. Les visas humanitaires, ça a un petit peu plus défrayé la chronique. Le pouvoir discrétionnaire, normalement, ça n'est pas payant comme ça, mais les visas humanitaires, même avant Theo Franken, appartenaient au pouvoir discrétionnaire du secrétaire d'État à l'asile et l'immigration. Le séjour pour circonstances exceptionnelles, le séjour humanitaire ou pour un ancrage durable en Belgique, le fait d'avoir des enfants nés en Belgique et scolarisés depuis longtemps, ou le fait de pouvoir y travailler, même si c'est dans l'irrégularité, tout ça, c'est le pouvoir discrétionnaire qui s'applique, c'est l'absence de critères. Dans quelle situation on tombe dans un droit au séjour? Eh bien, c'est les situations, en principe, de regroupement familial, d'asile, d'études, de recherche, ou lorsqu'on est mineur étranger non accompagné, par exemple. Alors, où en est-on en Belgique en matière de politique migratoire? Ça a déjà été dit aussi, la Belgique n'est pas le plus mauvais élève de la classe européenne. Ça, c'est certain. On a des voisins hongrois, par exemple, qui se distinguent. Mais vraiment, la Belgique entretient, malgré le fait qu'elle soit un des États fondateurs de l'Union, elle entretient une vision étriquée, injuste et absurde. Ça a aussi déjà été dit, dans un monde globalisé, c'est absurde d'avoir une vision aussi étriquée à un territoire national de surcroît, et j'aime la Belgique, de surcroît aussi petit que le territoire belge. Alors, la dernière législature c'est caractérisée par une politique de fermeture et de lutte contre les abus. Une politique, nous dit-on, a été menée de manière ferme mais humaine. On a beaucoup vu le côté ferme, mais un petit peu moins le côté humain. Il y a eu une logique restrictive tous azimuts au niveau des droits des migrants, quels qu'ils soient, et une logique répressive. Il y a eu une communication qui a été à l'œuvre, qui a criminalisé, stigmatisé, qui a opposé. La soirée de ce soir a été introduite par l'entretien de la haine, ce que ça rapporte électoralement, et malheureusement, eh bien, le terrain a bien été labouré pendant cette législature, et la criminalisation des migrants, mais comme des personnes qui leur sont solidaires, ça a caractérisé cette législature. Alors, quel bilan on peut tirer en Belgique? Un bilan pas très positif, là vous l'aurez compris dans mon propos. Il y a eu vraiment, je ne vais pas tout vous citer, mais il y a eu une avalanche, une déferlante de mesures qui sont venues restreindre tous azimuts les possibilités de recours, qui sont venues agrandir les possibilités de détention. Potentiellement, aujourd'hui, toute personne qui introduit une demande d'asile peut être détenue. Heureusement ou pas, les centres fermés n'ont pas une capacité qui leur permet de détenir tous les réfugiés. On n'a que 600 places en centre fermé. Bientôt, on en aura un peu plus de 1000. Ça ne suffira pas. Il y a eu des campagnes de dissuasion mensongères. Le pacte sur les migrations appelle à fournir une information correcte en amont des processus. Ici, la Belgique se distingue par le fait de donner une information incorrecte dans les pays d'origine, en disant « ne venez pas ». Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle campagne qui a été lancée par M. Theo Franken.
mais que même l'Office des étrangers ou même Maggie de Bloch n'ont pas osé relayer et qui est vraiment mensongère, qui montre que quand on vient en Belgique, on est hébergé dans une tente, sous une tente, dans le meilleur des cas, dans un parc, et qu'on n'a aucune chance d'obtenir un statut, qu'il vaut mieux, en gros, rester chez soi. Donc des campagnes de dissuasion. Il y a eu aussi, malheureusement, la reprise de l'enfermement des enfants en centre fermé. Alors, il y a eu, parce qu'on a gagné récemment, c'est une victoire qu'on salue, on a gagné avec plusieurs organisations un recours qui visait les conditions de détention des enfants en centre fermé. On n'a pas réussi à obtenir l'annulation du principe de la détention, mais les conditions de détention ont posé un problème, ont été considérées comme un traitement inhumain et dégradant, et donc le Conseil d'État a décidé de suspendre cette détention. Le gouvernement nous a entre-temps fait savoir qu'il poursuivait l'annulation pour les juristes qui se passionnent de droit administratif. Eh bien maintenant, on est parti pour l'annulation au Conseil d'État. On est assez confiant, on devrait gagner. Mais Maggie de Bloch a annoncé qu'elle allait insonoriser les unités familiales, puisque c'est vraiment le volume des nuisances sonores qui a posé problème. Et donc, rassurez-vous, les enfants n'entendront plus les avions décoller quand ils seront détenus en centre fermé. Il y a aussi eu le projet de loi abandonné, mais qui va probablement ressortir à la première occasion, un projet de loi qui visait les visites domiciliaires pour pouvoir aller arrêter les sans-papiers dans leur domicile ou au domicile des personnes qui les hébergent. On s'est retrouvé avec plusieurs partenaires dans ce même auditoire à faire une séance d'information sur le droit des personnes solidaires, parce que il y a eu un grand mouvement. L'IEC s'est distingué dans ce mouvement de citoyens et solidaires à l'égard des migrants en transit. Et il y a eu une vraie intimidation. On a vraiment agité un épouvantail pour dire faites attention à ce que vous faites. Certains en ont payé le prix plein avec des centres de police chez eux aux petites heures, des hébergeurs de la plateforme citoyenne. Eh bien, ça c'est à mettre encore au bilan de cette législature. Je vous passe les allongements de délai pour les procédures de regroupement familial. Donc, un bilan noir. Et l'Union européenne dans tout ça. Alors, l'Union européenne, vous le savez, l'Union européenne se caractérise par la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace européen et une frontière extérieure à contrôler de manière commune. Alors, en matière de migration, l'Europe poursuit deux objectifs théoriques: harmoniser et assurer la solidarité entre les États membres. Ça a déjà été dit. La solidarité entre les États membres est réduite à une théorie, à un principe ici, puisque, on le sait, les États qui longent la Méditerranée, la frontière méditerranéenne au sud de l'Europe, sont confrontés forcément, comme étant une porte d'entrée, à le plus grand afflux dans l'Union européenne. Et les États n'ont pas atteint, le nôtre non plus, n'ont pas atteint leurs promesses en termes de relocalisation, donc de prise de personnes arrivées en Italie, en Grèce ou en Espagne, parce que c'est ces trois pays-là principalement, pour les réinstaller, les relocaliser sur leur territoire. Les États ne veulent pas être solidaires, ils veulent en gros le moins possible de migrants sur leur territoire. Et donc c'est bien une Europe forteresse qui s'est encore développée sous ces dernières années. L'accès au territoire est devenu une exception, voire une faveur. Il n'y a aucun droit là-dedans. Et l'immigration est présentée comme un problème. Un bilan européen qui ne vient pas rattraper malheureusement le bilan belge. Alors, la politique européenne a été caractérisée par un vrai durcissement suite à la crise de 2015. Il y a eu un renforcement du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures, la fermeture de certaines frontières, la construction de murs anti-migrants. Il y a eu aussi de nombreuses démarches pour externaliser les frontières européennes, à coup d'accord avec la Turquie, la Libye et d'autres États, pour essayer de faire confier à d'autres les obligations des États européens en termes de contrôle de leurs frontières, mais aussi d'accueil des réfugiés et de protection des réfugiés. Alors, les mots que l'Union européenne a choisis pour qualifier ces processus, c'était endiguer l'immigration irrégulière et casser le business plan des trafiquants et sauver des vies. Dit comme ça, on a tous envie d'être d'accord. Malheureusement, casser le business plan des trafiquants, à fermer toutes les frontières, on encourage et on fait le lit du business des trafiquants. Sauver des vies, c'est pas tellement en les confiant dans les mains des trafiquants peu scrupuleux qu'on sauve des vies, malheureusement, et les chiffres qui vous ont été présentés pour les décès en Méditerranée l'illustrent. Il y a eu donc pour l'Union européenne aussi un durcissement généralisé à l'égard des migrants, des demandeurs d'asile,
des réfugiés et des migrants économiques. Quelles conséquences à ces politiques qui sont menées? Eh bien, dans les pays d'origine, on a vu naître des délits d'émigration, alors que toute personne, je vous le rappelle, toute personne a en principe le droit de quitter les frontières de son pays. Eh bien, on a vu un délit d'émigration naître dans certains pays, et c'est significatif, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, donc le pourtour méditerranéen, le Sénégal et la Serbie notamment. Et puis, il y a une transformation aussi de l'aide au développement qu'on a détournée. On a prétendu vouloir s'attaquer aux causes profondes de la migration. Et donc, à coup d'aide au développement, de coopération au développement, on s'est dit, mais on va aller améliorer la situation dans les pays d'origine, comme ça les personnes migreront moins. Or, on sait que quand la situation s'améliore, on en est l'exemple, plus on est bon, plus on est bien, plus on voyage, on a envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. En attendant, les contrôles, les refoulements et le coût humain a été important pour les migrants. Alors, les migrations sont-elles une opportunité, une nécessité ou un risque? J'ai envie de dire que les bilans belges et européens que je viens de vous présenter illustrent en tout cas une volonté claire, assumée, à coût de millions, de milliards parfois, pour communiquer de la manière la plus restrictive possible, dissuader et être très ferme. Mais avec quelle efficacité? Prenons-le dans cet ordre-là. Quelle efficacité a caractérisé cette politique qui a été menée, puisqu'on y a été vraiment à la manière forte? Y a-t-il eu moins de départs dans les pays d'origine? Y a-t-il eu moins de personnes en situation irrégulière en Belgique ou en Europe de manière générale? Est-ce qu'on a vu une partie de la population être rassurée par des politiques ainsi menées et motivées de la sorte? Est-ce qu'on a œuvré pour plus de cohésion au niveau de la population résidant déjà en Belgique? Enfin, est-ce qu'on a été un barrage pour les populistes et les extrémistes? Manifestement non. Alors, je dirais qu'il y a opportunité et nécessité de mener une politique visionnaire en la matière, une nécessité de remettre les valeurs européennes en question. La Convention européenne des droits de l'homme serait-elle signée aujourd'hui si elle n'avait pas été heureusement déjà signée dans le passé? J'en doute, en fait. Et on a une opportunité de prendre une autre direction et de changer de paradigme. Le pacte mondial sur les migrations indique une voie, en tout cas à suivre. Mais il faut revenir aussi aux arguments qui sont invoqués aujourd'hui pour motiver une politique ferme, pas très humaine, mais surtout très ferme. On parle de rassurer l'opinion publique, et pourtant, on voit que ça a été très criminalisant, cette politique, qui a pointé du doigt des fautifs. Criminalisant à l'égard des fautifs eux-mêmes et à l'égard de toutes les personnes qui leur sont solidaires. Et donc, rassurer l'opinion publique en criminalisant une partie de la population, c'est plutôt anxiogène, en fait. Et ça ne vient pas rassurer qui que ce soit que de penser qu'on va criminaliser une partie. Assurer la crédibilité de la politique migratoire, c'est aussi un argument qu'on entend souvent, en disant « mais à quoi ça sert de délivrer un ordre de quitter le territoire si on ne peut pas l'exécuter ?» Alors, ça peut se tenir dans la théorie, mais pour pouvoir ouvrir des canaux migratoires, donc il faudrait d'abord bien tout refermer, et en fait, tout a été refermé. Maintenant, il faut rouvrir des canaux de migration. Je vous l'ai dit, la migration pour quelqu'un de gravement malade n'est quasiment plus possible si on n'a pas son passeport sur soi et qu'il n'est pas agonisant. Et même, le problème donc est aujourd'hui qu'il n'y a pas de migration humanitaire qui est acceptée en Belgique, ou quasiment peu. Alors, on invoque beaucoup la sécurité, et à l'ère du terrorisme international, ça parle aux craintes que les gens ont pour eux, pour leurs enfants. Et donc, combattre la criminalité, pourquoi pas? Pourtant, je vous l'ai dit, on ne combat pas la criminalité des trafiquants, des trafiquants d'êtres humains, puisqu'on les encourage, on leur laisse un business, le champ ouvert complètement. Et puis, pensons aussi au fait que... qu'est-ce qu'on fait des personnes qui exploitent les personnes sans papier, qui sont sans protection aujourd'hui, qui sont corvéables à merci, qui travaillent, mais qui peuvent être payés ou pas payés, qui, lors d'un accident sur un chantier ou ailleurs, peuvent être laissés sur le bas-côté? Quelle sécurité on offre à ces citoyens-là, qui restent des êtres humains, quoi qu'on en pense? Pensons aussi, enfin, à la criminalisation de ces hébergeurs qui n'avaient fait quasiment rien d'autre que simplement ouvrir leurs portes. Est-ce que c'est encourager la sécurité, ce faisant? On peut en douter. Alors, on invoque beaucoup la criminalité des étrangers eux-mêmes. Il faut s'interroger, il faut aller voir les travaux de recherche sur, par exemple, l'origine des personnes en prison, mais surtout l'origine socio-économique
des personnes qui sont en prison plus que la nationalité, ou les discriminations, on le sait, dans l'enseignement, puisqu'on est dans une haute école, parlons d'enseignement, la discrimination dans l'enseignement que subissent les personnes d'origine étrangère. Aujourd'hui, on est plus discriminé par son origine que par son milieu social. Un autre objectif sécuritaire pourrait être d'éviter les morts aux frontières, mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas un objectif poursuivi. Alors, il y a des éléments économiques qui sont aussi mis en avant pour préserver la sécurité sociale. Ça a déjà été évoqué et la réponse a déjà été amenée aussi. Aujourd'hui, on le sait, les travaux des économistes qui sont produits montrent que nous sommes plutôt dans un impact positif des migrations. Et je vais vous dire même mieux, les sans-papiers réclament eux-mêmes de pouvoir contribuer à la sécurité sociale. Pour l'instant, travailler quand on est sans-papiers, c'est échapper à toute protection, mais échapper à toute contribution au système de sécurité sociale. C'est un manque à gagner qui est clair pour l'État et on préfère se priver de cette source pour la sécurité sociale. Lutter contre la pression migratoire, mais je vous ai montré à coups de chiffres de quelle pression migratoire il s'agit. L'Europe n'est pas confrontée à une pression migratoire. Donc je terminerai par là. On a une nécessité de parler des frontières qui ne doivent pas être vues comme des murs, mais comme des instruments de contrôle. Nécessité de rendre la dignité aux êtres humains, quelle que soit leur nationalité, et c'est une des logiques, une des visions du pacte des migrations. La nécessité de respecter les droits fondamentaux de tous, de cesser de faire croire ou de croire qu'investir dans la coopération au développement réduit les migrations et les émigrations, et surtout voir l'opportunité de faire contribuer tous ceux qui participent manifestement à notre société à la sécurité sociale. Surtout cesser de croire ou de faire croire que des lois et des murs arrêteront les migrations. Elles existent depuis l'origine, elles se poursuivront au-delà d'un gouvernement peu progressiste en la matière. Je vous remercie.